Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 3 en 1 Afrique. J'ai pour invité exceptionnel le Premier ministre de la République du Congo, M. Anatole Koliné Makosso, nous a donné l'opportunité de répondre à nos questions. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Monsieur Moussirou, je dis Kael, je suis le promoteur de la chaîne de télévision C-Direct. Vous avez effectué une grande mission de travail ici en France. Vous avez effectué aussi pas mal d'audiences. Que peut-on retenir de cette mission française? Beaucoup de choses à retenir. La mission était multidimensionnelle, si on peut le dire. Elle avait une fonction culturelle, elle avait une fonction politique, elle avait une fonction scientifique. Et donc, dans chacun des domaines, il y a beaucoup de choses à retenir. Sans doute voulez-vous savoir ce qu'il faut retenir au plan politique. Au plan politique, comme vous avez dû vous rendre compte, nous avons fait le point avec mon homologue, Madame la Première ministre, de la coopération bilatérale et aussi du suivi des engagements pris par les deux chefs d'État lors de la rencontre qu'ils ont eue à la faveur de la visite en Afrique centrale et particulièrement au Congo de M. le Président Emmanuel Macron. Nous avons aussi fait le point des échéances que nous avons passées depuis ma dernière visite, ma toute première visite ici en tant que Premier ministre chef de gouvernement en août 2021, lorsque nous avions eu besoin de l'apport de la France dans la relance des discussions avec le Fonds monétaire international et des échéances que nous devrions gérer ensemble, de la manière dont ces échéances ont été gérées, jusqu'à ce que nous sommes parvenus aujourd'hui à la 3e revue dans le cadre de l'exécution de l'accord que nous avons avec le Fonds monétaire international. Nous avons donc fait le point de la coopération bilatérale avec la France et de savoir jusqu'où le Congo et la France devraient continuer à marcher ensemble dans l'intérêt de nos deux peuples. Voilà. Au plan culturel, nous avons avec l'UNESCO procédé au lancement de la campagne de promotion internationale du Festival panafricain de musique. Pourquoi avec l'UNESCO et pourquoi ça s'est passé à l'UNESCO? Parce que, comme vous le savez, l'UNESCO a toujours été un partenaire stratégique du FESPAM, deuxième vice-président du comité directeur. Le FESPAM étant une institution de l'Union africaine, est mise en œuvre par le Congo et d'autres pays africains en bénéficiant d'un fort appui de l'UNESCO. En 99-2000, je crois, lorsque nous avons commencé la première édition, je crois que c'était en 96. La deuxième édition n'avait pas pu avoir lieu en 98 parce que nous sortions de la guerre et la paix n'était pas encore totalement rétablie. Et on a reporté d'une année, même en 99, ça a failli être reporté. Nous avons pu l'organiser grâce à l'appui et à l'engagement de l'UNESCO. En 99, en 2001 également. Et en 2016, après l'édition arrêtée de 2014, je crois, celle de 2016 n'a pas pu avoir lieu. Et depuis là, le FESPAM était en hibernation. Nous avons relancé le FESPAM avec l'appui de l'UNESCO, surtout profitant de ce que la rumba, qui est l'âme même de la musique africaine et la musique congolaise, a été reconnue par l'UNESCO et inscrit au rang de patrimoine matériel et culturel de l'humanité. Alors, il n'y avait pas meilleure occasion que celle qui s'offrait à nous pour faire la promotion
donc de la rumba à l'international, pour célébrer cette reconnaissance internationale et assurer le lancement de la campagne de promotion internationale. Et c'est pour cette raison que ça s'est fait là-bas. Après, l'un dans l'autre, il y avait, à titre peut-être personnel, cette participation au colloque du centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer, à laquelle j'ai été élu comme membre associé. Voilà un peu ce qu'on peut retenir comme leçon de ma mission. Une relance, monsieur le Premier ministre, sur le plan économique. Qu'est-ce que vous avez pu faire de votre visite ici en France? Nous avons rencontré des chefs d'entreprise de France comme de la Belgique pour les encourager à venir travailler, investir au Congo ou encore à renforcer leur activité en République du Congo. Mais nous avons aussi, avec Madame la Première ministre, fait le point de la manière dont la France devrait s'impliquer aux côtés de la République du Congo pour développer l'agriculture. Vous savez que l'agriculture, le développement de l'agriculture est un des piliers importants du projet de société du président de la République et du plan national de développement. Le président Macron avait suivi le plaidoyer du président Denis Sassou Nguesso s'agissant de son engagement à développer l'agriculture dans son pays et à lutter contre l'insécurité alimentaire, à gagner la bataille de la sécurité alimentaire. La France était engagée à accompagner le Congo en encourageant et en soutenant les opérateurs français, les hommes d'affaires français, en appuyant les efforts du Congo dans le cadre du développement de cette agriculture. Et nous avons également fait le point de cela et établi une feuille de route en mettant en place une équipe de travail qui va permettre à la France et au Congo de suivre cet engagement des chefs d'État. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, je suis madame. Carmen Févidier pour 3 en 1 Afrique et AFC Actualité d'Afrique centrale. Monsieur le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, cela fait 2 ans que vous êtes à la tête du gouvernement congolais. Je vais devoir revenir au Congo pour vous poser des questions précises sur votre politique. Vous conduisez donc la politique du gouvernement congolais dans un contexte assez difficile. Il y a eu la Covid, il y a eu l'inflation. Et ce contexte a demandé beaucoup de réformes, a demandé de l'innovation et a demandé beaucoup de résilience. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, depuis 2021? Toujours à la manœuvre. Je me sens toujours sur le qui-vive. Alors, vous aviez énoncé que vous aviez 12 batailles. Vous les avez citées, vos 12 batailles. Une année s'est ajoutée, Monsieur le Premier ministre. C'est l'heure des comptes et je peux dire que ce n'est pas encore gagné. Et quel est votre bilan et vos défis qui vous restent à relever? J'ai annoncé les 12 batailles lors de la présentation du programme d'action du gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous étions en août 2021. Et plutôt en juin 2021. Donc le 21 juin prochain, ce sera 2 ans. Nous arrivions au gouvernement, vous avez dit, dans un contexte difficile, Oui. marqué par 3 pôles d'attention. Le premier pôle d'attention était le pôle sanitaire. Nous étions en pleine crise Covid. Il fallait affronter cette bataille. Et d'où le fait que c'était inscrit parmi les premières batailles. C'était la toute première bataille. Il n'y aura pas de revenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Donc, il y avait ce défi sanitaire. Après ce défi sanitaire, il y avait le défi économique. Parce que nous avions maille à partir avec nos partenaires techniques et financiers, avec les bailleurs de fonds, avec le Fonds monétaire international. Le programme conclu avec le Fonds monétaire international en 2019 était arrêté et il nous fallait renouer avec le Fonds monétaire international. C'était la deuxième bataille et respecter les critères de convergence de la CEMAC. La troisième bataille, c'était la diversification de l'économie. Donc, et puis une autre bataille, c'était le front social. Donc, vous aviez le front sanitaire, le front économique, oui, le front social. Sur le plan sanitaire, nous sommes parvenus à faire preuve de résilience face à la crise Covid. L'hécatombe
ou l'apocalypse qu'on avait prévu pour le Congo et pour les pays africains n'ont pas eu lieu. On a réussi à garder la tête hors de l'eau. Avec des décès bien sûr, mais pas au nombre où on avait imaginé, un nombre qu'on avait imaginé. On a réussi, dans ce contexte difficile, à améliorer le plateau technique médical. On a renforcé les équipements dans les services de réanimation. C'était un mal pour un bien. On s'est servi du défi du Covid, du mal du Covid, on a traduit ça en opportunité pour tenter d'améliorer un peu les conditions de prise en charge des malades dans nos hôpitaux. Ce que nous avons investi en période Covid nous sert aujourd'hui pour assurer la réanimation et le suivi, la prise en charge des malades en situation de détresse. Donc, on peut dire que cette bataille a été vaincue. Pas totalement, parce que nous devons poursuivre. Dans cette bataille, on avait dit qu'il nous faut tout faire pour réduire le nombre des évacuations sanitaires, parce qu'il y a beaucoup d'évacuations sanitaires, et vous avez vu que nous nous sommes investis pour ouvrir les 2 hôpitaux généraux de Djeri et de Ngoyo, avec un plateau technique assez performant. Il n'est pas encore totalement complet, et c'est ce que nous allons faire encore cette année pour les amener à un niveau tel que pour certains examens, pour certaines pathologies, nous ne soyons pas obligés d'envoyer des gens à l'étranger. Vous me direz qu'avoir le plateau ne suffit pas. Il faut de la ressource humaine, oui. Effectivement. S'il peut arriver que nous puissions continuer malgré tout à envoyer des malades à l'étranger, lorsque nous aurons mis à niveau les 2 hôpitaux de Djeri et de Ngoyo, ce ne serait pas du fait du défaut du plateau technique, du fait du défaut des équipements, mais ce serait peut-être du fait de la ressource humaine pour laquelle nous sommes encore obligés de nous investir davantage pour que nous ayons un personnel vraiment hautement qualifié qui appuierait les efforts du personnel qualifié que nous avons déjà au Congo. Mais la science ne se suffit pas à elle-même. On a toujours besoin d'être assuré qu'on est soutenu par des personnels davantage qualifiés. C'est un peu ce travail que nous sommes en train de faire. Avant de parler de ce que vous avez apporté, le vent nouveau que vous avez apporté dans d'autres manières de gouverner, je voudrais justement revenir sur le personnel qualifié. Au Congo, vous avez reçu une vague d'étudiants qui revenaient de Cuba, je pense, d'autres pays. Qu'est-ce qu'il en est actuellement sur le terrain et comment comptez-vous justement mettre à profit également les ressources de la diaspora congolaise? Ceux qui sont venus de formation de Cuba ou d'ailleurs sont en train d'être déployés sur le terrain, bien entendu avec quand même une période de remise à niveau. Oui. Comme vous le savez, ils ont étudié dans des pays étrangers, les pathologies ne sont peut-être pas les mêmes, la manière de prendre en charge n'est peut-être pas la même, ils ont certainement des équipements plus performants là-bas. Ici, il y a quand même besoin qu'ils s'adaptent à l'environnement actuel. On n'a pas voulu les mettre directement à la disposition des malades, ce serait prendre un gros risque. On a quand même besoin qu'ils bénéficient d'un nouvel encadrement, d'une forme d'immersion dans le monde médical congolais. Et c'est ce qui se fait avec cette ouverture qui a été donnée à nombre d'entre eux d'intégrer déjà la fonction publique. Une priorité a été accordée à tous ces médecins, tous ces personnels de santé. Donc, je pense que de ce point de vue, on n'a pas de problème. L'apport de la diaspora, il est toujours le bienvenu. Souvenons-nous que depuis les années, fin des années 2000, je crois, 2009-2010, le président de la République avait ouvert le pays aux professionnels de santé qui étaient en Europe. Il y en a qui sont venus et qui sont restés, d'autres ne sont pas restés, bon, peut-être parce qu'ils estimaient que les conditions de rémunération n'étaient pas celles-là. Ils sont revenus en Europe, ils sont repartis en Europe, mais le pays a besoin de toutes ces compétences.
Voilà, il y a le patriotisme qui doit faire à ce que les professionnels, les spécialistes, parce qu'il nous manque beaucoup de spécialistes dans certaines pathologies, les médecins spécialisés dans certaines pathologies pourraient venir. Mais aujourd'hui, la technologie nous apprend aussi beaucoup de choses. Il y a la télémédecine, on est en train d'explorer toutes ces pistes pour voir comment rendre notre système de santé plus performant en nous servant aussi de l'expertise étrangère. D'accord. Avant de donner la parole à mon confrère, Monsieur le Premier ministre. Vous m'aviez parlé des différents fronts. Je n'ai défini que le front sanitaire. Le front sanitaire. Voilà, maintenant je passe au front économique et au front social. Allez-y, je vous en prie. D'accord. Merci. Le front économique, comme vous le prie. voyez, ce n'était pas facile. Nous arrivons dans un contexte où le taux d'endettement était de 107%. Oui. Plus personne ne nous faisait confiance. Ouais. Nous avons dit qu'on devait rétablir la confiance avec les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, vous pouvez le constater, nous sommes dans un climat de parfaite confiance, de parfaite entente avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la BAD, l'AFD, ainsi de suite, avec tous les partenaires, on peut se permettre de le dire. Mais parce que justement, les réformes qui ont été engagées nous ont permis donc de conclure l'accord avec le Fonds monétaire international. Ça nous a permis de réduire le niveau de la dette de 107% à aujourd'hui, on est autour de 91%. C'est quand même important. Le taux de croissance, à 2%. Il était, voilà, aujourd'hui, il était négatif en 2020. On a fait l'effort de le ramener à positif à 1,2% en 2021. En 2022, il est passé à 2,2%. Et en 2023, on espère un taux de croissance de près de 4%, au-delà même de la prévision que nous avons fixée dans le PND qui était de 3,2%. Donc, on croise les doigts. Mais une chose est certaine, on maintient une croissance assez positive. C'est pour vous dire quand même que des efforts importants ont été faits de ce point de vue. Au front social, ce n'est pas vous que je le dirai. Il est arrivé un moment dans le pays où il y avait des concerts de casseroles partout. Partout. Il est arrivé un moment dans ce pays, les hôpitaux généraux étaient fermés. J'ai pu voir maintenant ce qu'on appelle silence hôpital. À l'époque, on pensait silence hôpital, ça veut dire que les malades sont là, les gens qui viennent à l'hôpital ne doivent pas faire du bruit. Mais nous avons connu silence hôpital où dans un hôpital général au CHU, pas d'âmes qui vivent. Les malades sont sortis parce qu'il y a grève des médecins pendant 2 ou 3 mois, grève du personnel de santé. À l'hôpital de Louandjili à Pointe-Noire, c'était pareil, dans plusieurs hôpitaux. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, vous n'avez plus ça. Les Congolais, on s'est battu pour qu'ils aient leur salaire régulièrement payé. Ça a toujours été la politique du président Denis Sassou Nguesso. Touche pas à mon salaire. Les salaires des Congolais régulièrement payés. Les pensions des retraités régulièrement payées. Les étudiants. Pendant 2 ans. Les étudiants, on a encore quelques difficultés, mais pas forcément par manque de ressources, mais pour une meilleure organisation. On s'est retrouvé dans une situation. Nous avons dit qu'on mettait d'abord un trait à la dette, aux arriérés, pour nous permettre de gérer le présent. C'est ce que nous avons fait avec les retraités. C'est ce que nous avons fait avec certains fonctionnaires, certains agents de l'État dans les budgets des transferts. Les mairies, les hôpitaux, ainsi de suite. L'université même. On dit, bon, ok, si en même temps nous devons supporter la dette et payer l'encours, on pourrait être essoufflé. La situation du pays nous oblige à vouloir nous contenter d'abord de la situation actuelle de l'encours. Que vous ayez votre salaire à la fin du mois, que vous ayez votre pension à la fin du mois. Donnez-nous la possibilité de geler d'abord la dette et quand le pays reviendra à meilleure fortune, on paiera la dette. C'est ce qu'on doit faire aussi avec les étudiants. Mais c'est toujours pas facile. Parce que les effectifs ne sont pas maîtrisés, qui doit avoir la bourse ce mois-ci, cette année, qui ne l'a pas. Donc, c'est ce travail administratif qui est en train d'être fait. Parce que, comme vous avez dû le remarquer, quand on payait par exemple un trimestre de bourse, on paye le trimestre pour celui qui a fini les études, parfois depuis 2017-2018. Mais pendant ce temps, celui qui doit aller à l'école aujourd'hui n'a rien. Il y a tout ça. Ça demande un grand travail administratif. C'est ce qui se fait. Et c'est pour cette raison que, entre autres,
au niveau des étudiants, nous avons des difficultés. Mais on espère pouvoir mettre au point tout ça et permettre aux étudiants d'avoir aussi régulièrement leur bourse. Donc, au plan social, vous pouvez le remarquer que la bataille est aussi en train d'être gagnée, je préfère le dire comme ça. Voilà. En si peu de temps, Monsieur le Premier ministre? 2 ans, c'est pas peu de temps. 2 ans, c'est quand même beaucoup. Les 12 batailles en une année, est-ce que c'était gagné déjà, Monsieur le Premier ministre? Qu'entend-on par gagner une bataille? En une année ou 2 années, on ne peut pas gagner toutes les batailles. On les affronte et on évalue par rapport à ce qui a été fait. Vous n'allez quand même pas me dire, quand je dis que, voilà, on va diversifier l'économie et qu'aussitôt, on va avoir toutes les entreprises partout. Vous n'allez pas me dire que quand on va dire que bon, on va construire des routes, ainsi de suite, et donc on va se retrouver avec un pays où toutes les voies sont bitumées, ainsi de suite. Non, donc on voit au fur et à mesure qu'est-ce qui est en train d'être fait. Nous avons affronté tout de go, les 12 batailles, et nous sommes en train de les mettre en chantier. J'avais parlé de l'industrie culturelle et créative. Oui. C'est une bataille. Oui. Est-ce que la relance du FESPAM ne vous fait pas compter un point, voilà, dans l'exécution de cette bataille? Il y a le service après-vente. Voilà, ben voilà, donc il faut, ça dépend, le service après-vente doit être assuré par vous. C'est vous qui devez communiquer. Voilà. Oui. Et puis, c'est un FESPAM qui est resté 7 ans en hibernation. Quand un gouvernement le relance aujourd'hui, vous pensez que c'est rien? Quand l'UNESCO offre ses jardins, son espace, pour promouvoir cela, vous imaginez ce que c'est? L'UNESCO, c'est quand même de 192 États. Oui. Donc, tout le monde sait qu'au Congo a lieu un festival panafricain de musique et la rumba congolaise, qui est l'âme de la musique africaine, est au centre. C'est présenté à près de 192 États du monde entier. Vous imaginez ce que c'est pour un pays? Voilà. Comment on fait pour rétablir la confiance dans un pays? Comment on fait pour vendre la destination d'un pays, la destination Congo? Ah ben c'est cela. C'était un très bel événement, Monsieur le Premier ministre. Et on va dire que les batailles ne sont pas gagnées? En cours. Non, parce que j'entends souvent les journalistes, il avait parlé de 12 batailles, on ne sait même pas. Aucune bataille n'est gagnée, il n'y a rien, c'est zéro. Je ne sais pas quelles sont les grilles. Quelle est la grille d'évaluation? Bon, je ne vais pas demander à tout le monde d'être instituteur comme moi. Moi, je sais que quand je donne les opérations aux enfants au tableau, je sais quelle est l'opération qui est juste, quelle opération. Je peux au moins lui dire, ah ben, il a sur 5 opérations, il en a trouvé 3, il a faussé 2. Mais quand j'écoute les journalistes, sur les 12 batailles, aucune n'est gagnée. Bon. C'est comme si quand on donne une rédaction à un enfant, une dissertation, on dit nul, 0. Il n'y a même pas une phrase qui vous a fait. Voilà, donc... Monsieur le Premier ministre, toujours dans la même logique, on voit que vous êtes en train de faire des gros efforts. Le Congo est en train de faire des gros efforts pour sortir de l'impasse, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Moi je reviens en France, vous étiez en France. Vous avez rencontré à Matignon hier, je pense, Madame Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous avez dit avec Madame Elisabeth Borne? Quels ont été vos échanges, pardon, avec Madame Bon. Je l'ai dit, d'abord, il nous fallait assurer le service après-vente, donc faire le suivi de ce que les chefs d'État s'étaient dit. Les chefs d'État avaient abordé la question liée à la mémoire, la culture mémorielle. C'est important. J'ai écouté des gens faire le commentaire du discours du président Macron. Je ne sais pas s'ils avaient vraiment écouté le président Macron. Je m'en tiens simplement à ce qu'il avait dit, non pas au Palais du Peuple, mais à la case de Gaulle. Relisez ce discours, retrouvez-le
Parce que nous avons des compatriotes qui laissent l'essentiel pour s'attarder sur l'accessoire. Le président Macron, s'adressant à ses compatriotes, restitue le rôle capital joué par Brazzaville pour la liberté de la France, pour l'indépendance de la France, pour l'avenir de la France, pour ce qu'est devenue la France aujourd'hui. Le président Macron démontre à ses compatriotes qu'il n'y aurait pas la France s'il n'y avait pas Brazzaville, s'il n'y avait pas De Gaulle à Brazzaville, s'il n'y avait pas Eboué à Brazzaville, et que nous devons tout faire pour restituer cette mémoire, pour rendre à Brazzaville le rôle stratégique qui a été le sien. Vous imaginez? Et vous pensez qu'un tel discours doit rester comme ça, enterré, bon, on a dit, c'est fini. J'étais surpris, et heureux d'ailleurs, de voir Madame la Première ministre revenir sur ça et mettre ça dans la feuille de route qui doit guider notre action aujourd'hui. Le président français avait dit qu'il fallait réhabiliter le Centre de formation et de recherche d'art dramatique, le CEFRAD, qui était le lieu où s'est tenue la conférence de Brazzaville. J'étais surpris et heureux de voir Madame la Première ministre, avec son gouvernement, mettre ça au cœur des actions que nous devons mener à la suite du voyage du président. Peut-être que ça ne nous dit rien, mais quand des États s'engagent à restaurer la mémoire, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente comme enjeu géopolitique dans les relations entre les États. Ça ne dit rien parce que nous sommes habitués, je ne sais à quoi. Peut-être qu'on s'attendait à bon, la France a donné tant de millions d'euros au Congo. Non. Vous voyez, il y a beaucoup de conflits qu'il y a dans le monde où les gens revendiquent juste qu'on reconnaisse un acte historique. Oui. Mais écoutez le président français le dire en ces termes à ses compatriotes, c'était quelque chose de fort. Et voir un gouvernement français mettre ça sur la feuille de route des actions que nous devons entreprendre pour que demain, nous puissions restaurer la mémoire et réhabiliter le CEFRAD, lieu où a eu lieu la conférence de Brazzaville. Pour que demain, on reconnaisse désormais le rôle joué par Félix Eboué, compagnon de De Gaulle, dont plus personne ne parle à travers le monde, et qu'on le connaisse, et qui a sa place où? À Brazzaville. Un peuple sans mémoire est un peuple sans âme. Et les deux pays ont pris l'option, au travers des deux chefs d'État, de restaurer cette mémoire. C'est important. Écoutez le président, le gouvernement français, revenir sur le soutien qu'il doit apporter au Congo, reconnu, peut-être pas pionnier, mais dont le rôle dans la préservation des forêts, l'écosystème forestier, dans la préservation de la biodiversité, a été reconnu. Et envisager la construction d'une école dédiée à la forêt, à la biodiversité, au Congo, à vocation sous-régionale. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Ça a été au centre de nos entretiens. Voir le gouvernement français se préoccuper de la volonté du Congo de développer l'agriculture pour faire face à l'insécurité alimentaire et imaginer des mécanismes d'accompagnement pour aider le Congo à gagner cette bataille. Ça a été au centre de nos entretiens. Sans compter ce que nous avons retenu dans le domaine de la recherche et de la formation de nos jeunes. Voilà, la formation des formateurs. La France qui s'engage à soutenir les efforts du Congo dans la formation des formateurs, qui s'engage à soutenir les efforts du Congo dans la promotion des énergies renouvelables, au sujet desquelles un centre de recherche a été ouvert au Congo, avec l'appui de l'ONUDI. Voyez les sujets qui ont été au centre de nos entretiens. Vous rentrez au Congo satisfait? Satisfait, oui. Mais le tout, ce n'est pas d'être satisfait. Le tout, c'est qu'on se mette au travail. Et que tout de suite, une task force soit mise en place avec
les autorités françaises pour assurer le suivi de tout cela et que les premiers actes commencent à être mis en œuvre. Monsieur le Premier ministre, justement, je voudrais revenir sur la question mémorielle. Justement, le président Emmanuel Macron, avant de partir à Brazzaville, personnellement, je lui avais posé la question sur la problématique des restitutions des œuvres d'art africains dans les musées français. Et je lui avais demandé s'il y avait une possibilité qu'il discute avec le président Denis Sassou Nguesso de la restitution du collier du roi Makoko qui est au musée du Quai Branly. Et le président français avait répondu qu'il était ouvert à cette discussion. Vous êtes le Premier ministre, chef du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous en avez discuté peut-être avec le président de la République ou dans votre feuille de route avec la Première ministre de France? Ça va de soi. N'avez-vous pas vu le président Macron ému lorsqu'on lui a présenté le micro? Oui. Utilisé par De Gaulle pour annoncer la libération de la France. Il était ému. Tout ce matériel est en voie d'être constitué. Ce n'est pas pour rien qu'en Pila, il y a un grand musée qui a été construit et qui va ouvrir les portes d'ici là. C'est le musée de la reconstitution de la mémoire. Et vous aurez toutes ces œuvres d'art. Vous le verrez d'ailleurs, il va être même mis au service du public pendant la tenue du FESPAM. Voilà. C'est peut-être là-bas qu'on installera le MUSAF. Le MUSAF. Le MUSAF, voilà. À Pila, Brazzaville. Oui, c'est ça. D'accord. Et vous verrez quand c'est un très grand musée, et vous verrez ce qu'il est, et vous verrez ce qu'il contiendra. Et certainement, tout ce que vous dites trouvera sa place là-bas. D'accord. Monsieur le Premier ministre, vous aviez parlé avec la Première ministre française des partenariats entre les entreprises françaises et le Congo. Justement, les investisseurs français se plaignent beaucoup de la manière dont ils sont assez fortement bousculés par, comment je peux dire ça, des pressions fiscales. Comment les choses se sont arrangées à Brazzaville pour améliorer ce climat, cet environnement des affaires? Madame la Première ministre, parlant des entreprises françaises, est revenue que sur une chose principalement, leurs créances. Vis-à-vis du Congo, les entreprises qui ne sont pas encore payées de leurs créances. D'accord. Mais s'agissant du climat des affaires, elle a noté avec moi, avec beaucoup de satisfaction, une amélioration du climat. Sans doute des efforts qui méritent d'être poursuivis, mais pour le moment, je crois que le cadre qui a été mis en place dans l'amélioration du climat des affaires satisfait les autorités françaises et même certaines entreprises de chez nous. Surtout quand on tient compte effectivement des dernières mesures qui ont été prises au Conseil supérieur de la magistrature, parce que ce qui gênait le plus, c'est le contentieux. Les entreprises, chaque fois qu'elles étaient en contentieux avec ou des travailleurs, avec d'autres entreprises, elles n'avaient pas l'assurance de bénéficier d'une bonne justice. C'était peut-être des a priori, mais toujours est-il qu'il y a aussi dans la maison de la justice quelques fonctionnaires indélicats. Et les premières mesures qui ont été prises lors du Conseil supérieur de la magistrature rassurent les uns et les autres sur la volonté du Congo d'améliorer le climat des affaires. Une législation importante a été prise pour réduire toutes les pressions fiscales auxquelles sont confrontées les entreprises. Vous avez suivi vous-même que le Premier ministre a dû prendre encore une circulaire pour interdire désormais que les contrôles et les inspections des administrations publiques soient mises à la charge des entreprises. Donc, il y a de ce point de vue un travail important qui est en train d'être fait, des réformes importantes sont entreprises pour améliorer le climat des affaires, pour rassurer les investisseurs, pour sécuriser les investissements des chefs d'entreprise. Nous poursuivons sur cette voie et nous espérons que les entreprises vont continuer leurs activités en toute sérénité. Maintenant, il reste la dette commerciale vis-à-vis des entreprises. Nous nous efforçons, comme la dette sociale, on paye au fur et à mesure. Ce n'est pas facile, ce n'est pas l'ouvrage d'un jour, mais les entreprises voient quand même la volonté du gouvernement d'essayer d'éponger petit à petit cette dette commerciale. Et c'est ce dont nous avons parlé avec Madame la ministre.
À votre actif, Monsieur le Premier ministre, nous avons une gouvernance intergénérationnelle avec un nombre de femmes qui a augmenté. Nous avons la loi PPP qui a été votée. Nous avons la loi Mouébara sur les violences faites aux femmes. Et nous avons la loi Motom sur les artistes. Où en êtes-vous, Monsieur le Premier ministre, au Congo, dans l'application de ces lois? Est-ce que les Congolais se sont appropriés de ces instruments que vous leur avez mis Je pense, vous voyez Madame la ministre de la promotion de la femme parcourir les localités pour expliquer, et vous en avez les effets, parce que tout le monde, même ceux qui critiquaient cette loi au moment où elle avait été adoptée, où elle a été initiée, aujourd'hui ce sont les mêmes qui s'approprient de cette loi pour interpeller Madame la ministre, pour aller régler telle injustice ici faite aux femmes, telle violence faite aux femmes. Vous voyez, ben c'est cela, hein, c'est ça le gouvernement. On est toujours incompris quand on engage un certain nombre de réformes et après ceux qui en tirent le bénéfice par la suite, ils oublient qu'ils avaient combattu hier. C'est ce qui se fait. La loi sur le partenariat public-privé aussi est adoptée. Les décrets de mise en application vont bientôt passer en Conseil de ministres. Là aussi, je crois que c'est une réforme importante qui va permettre de modifier le mode de financement du développement de notre pays. Parce que pendant longtemps, comme vous le saviez, le Congo, ça fait souvent polémique quand je le dis, mais je le redis encore, le Congo finance seul son développement sur ses fonds. Parce que même quand il va s'endetter, même quand il va prendre un prêt dans un pays où, chez un partenaire, c'est lui-même qui paye, ce n'est pas le mode de financement qu'il faut pour développer le pays. Le mode de financement qu'il faut, c'est permettre aux industriels, aux privés, d'apporter leurs ressources, voilà, de participer à la construction des infrastructures et de se faire payer sur le service qu'ils accomplissent. Ça allège la charge du gouvernement. Mais si pour toute infrastructure, même celle qui peut être utilisée par la suite à usage commercial, doit être financée par l'État, l'État ne peut pas avoir le même argent et pour développer les grandes infrastructures, et pour financer l'éducation, et pour financer la santé. Il ne peut que s'essouffler. C'est pour cette raison que cette loi sur le partenariat public-privé est un apport important pour le développement effectivement de notre pays et le financement de notre PND. Il y a donc les textes d'application sont en plein examen, ils vont être exécutés, mais ça ne nous empêche pas déjà d'avancer dans ce qui se fait. Et vous voyez bien qu'il y a quand même quelques projets qui sont déjà réalisés en PPP. Les autres lois, oui, ça demande des textes d'application, mais ça demande aussi une vraie appropriation. C'est pour cette raison que j'encourage le travail que fait Madame la ministre de la promotion de la femme, parce que dans notre pays, il ne nous manque pas de lois, mais il manque la vulgarisation de ces lois. Voilà. C'est quand on dit « nul n'est censé ignorer la loi », mais nous nous mentons à nous-mêmes, nous nous trompons. Parce que la loi, pour que le citoyen soit censé la connaître, il faut que vous alliez la lui expliquer. Le travail qui se fait par les députés ne suffit pas. Les associations devraient s'approprier ces lois. Partout dans le monde, ce sont les associations, les ONG, les petites mutuelles dans le quartier qui font la promotion. Lorsque nous prenons par exemple une loi sur, qu'est-ce que je peux dire, prenons sur la salubrité, c'est un autre problème. On va être obligé d'élever cette question de salubrité au niveau de la loi pour que les Congolais sachent que l'assainissement de leur environnement, l'hygiène autour d'eux, ça ne doit pas être l'affaire de l'autre, que c'est eux-mêmes qui doivent s'impliquer. Voilà, on avait pris une circulaire, mais je n'ai pas l'impression que les gens respectent la circulaire. On va ériger ça en loi, de sorte que dans les quartiers, les gens sachent quel sera le quartier le plus propre et quel sera le quartier le plus sale. Et si un quartier est sale, ce n'est plus l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire du chef de quartier, des chefs de bloc et des gens qui y vivent. Ils assumeront seuls leur manque d'hygiène, leur manque de propreté. Parce que c'est trop facile d'être là tout le temps. Le gouvernement n'a pas fait ceci, le gouvernement n'a pas fait ça. On vous met des bacs à ordures, vous venez mettre les ordures, au lieu de mettre dans le bac, vous mettez à côté, vous repartez. Et puis quand Averda ne passe pas demain pour ramasser, vous en prenez au gouvernement. Non.
Il faut qu'on prenne désormais des textes qui mettent les citoyens au centre de leur exécution et qui les mettent devant leurs responsabilités. Voilà. C'est pour cette raison que toutes ces lois, il faut que les gens se les approprient, qu'ils l'expliquent. Vous voyez, c'est chez vous ici en France. Quand une loi est votée, ce sont des associations qui prennent des extraits, qui mettent ça sous forme de prospectus et qui distribuent, qui expliquent aux bénéficiaires de cette loi que voici vos droits. Ce n'est pas forcément le ministre qui court partout pour expliquer. Non, il y a une réappropriation par les citoyens. Voilà. Et c'est ça ce qu'on appelle, c'est ce qui pourra vous permettre d'arriver à dire nul n'est censé ignorer la loi. Parce que les associations se sont appropriées de ce texte, ont expliqué aux autres et tout le monde est censé savoir ce qu'il en est désormais. Monsieur le Premier ministre, la classe moyenne au Congo-Brazzaville, est-ce qu'on pourrait espérer, avec le taux de croissance annoncé de 2%, qu'il y ait une nouvelle émergence de cette classe moyenne? Et peut-on espérer aussi à une revalorisation du salaire minimum congolais qui est à 50 000 francs CFA, si je ne me trompe pas? Ah bon? Ouais, vous vous trompez. Si je ne me trompe pas. Vous vous trompez. Si je ne me trompe pas. Alors, il y a combien le salaire minimum? Le salaire minimum ou le salaire plancher? Le salaire. Le salaire. Voilà. Non. Je pense quand même que le salaire minimum dans mon pays est autour de 80-90 000 francs CFA. D'accord. Voilà. Je pense. Mais le tout n'est pas dans l'augmentation des salaires. J'aime à le dire. Le pouvoir d'achat, monsieur le Premier ministre. Mais le pouvoir d'achat ne dépend pas de l'augmentation du salaire, malheureusement. Le pouvoir d'achat dépend de la production des biens et des services. Ok. Voilà. Vous pouvez avoir le plus gros salaire du monde. Si votre pays ne produit pas, vous achèterez les denrées et tous les biens de service, toujours à un prix très élevé, et votre salaire ne vous suffira pas. C'est pourquoi nous appelons les Congolais à la production. Que chacun soit capable. Il faut qu'on change de narratif. Il faut que nous réussissions à produire davantage. C'est pour cette raison que nous saluons, vous ne le dites pas assez, peut-être que vous n'en comprenez pas l'importance, le travail que nous sommes en train de faire au niveau du ministère de l'Agriculture avec les zones agricoles protégées. Ne voyez pas simplement le fait que l'État met de l'argent pour créer ces coopératives, mais parce qu'on veut susciter des vocations. On veut amener les gens à s'intéresser à la production agricole, agro-pastorale, à l'élevage. L'État est obligé de commencer pour un peuple qui n'est pas porté vers l'agriculture. Il faut les amener à s'y intéresser. Donc un accompagnement. On accompagne. Ça va permettre de créer beaucoup de coopératives sur toute l'étendue du territoire national. Quand les gens auraient compris l'importance de ces coopératives, ils vont commencer à s'organiser de cette manière. Vous aurez une production abondante. Voilà. C'est ce qui va motiver des industriels, des entreprises peut-être françaises, en sachant qu'il y a une production abondante, à venir mettre des unités de transformation, de conservation et de commercialisation. Le contenu local, justement. Voilà. Quand quelqu'un va maintenant acheter de la nourriture à bas prix, il peut faire de l'économie. Il peut investir pour d'autres biens. C'est ça, améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Mais ce n'est pas par le haut. Si on augmente les salaires, vous provoquez simplement l'inflation. Parce que les denrées vont augmenter au motif que le salaire est élevé. Et vous n'aurez pas résolu le problème. Mais de quelle manière sera réemployé les 2% de croissance annoncés dans ce cas? De quelle manière sera... Mais c'est en finançant l'économie. C'est en refinançant l'économie. Et si on a 2-3% de croissance positive, et qu'en même temps, on utilise ça dans l'éducation, on utilise dans la santé, on utilise ça dans l'accompagnement des jeunes qui, après, prennent leur envol, ils vont produire davantage. Tout ce que nous avons à faire, c'est amener les Congolais à produire les biens et les services. C'est tout. Que celui qui a fini les études ne reste pas là les bras croisés en train d'attendre l'intégration à la fonction publique ou bien une entreprise qui va s'ouvrir demain. C'est une autre question. Ça. Voilà. Et je peux vous dire que c'est ce que l'Occident a compris. L'Occident
j'ai envie de dire qu'il a désorienté la jeunesse. Mais les autorités occidentales ont adopté une forme de fuite en avant face à la situation difficile de l'emploi des jeunes. Ils avaient commencé à mettre dans leur logiciel mental que ça ne sert pas d'attendre que vous soyez recruté à l'État ou bien dans une entreprise, que vous pouvez créer vous-même votre propre emploi. Et vous voyez, les jeunes vont à l'école, non plus avec l'idée d'être employés demain, ça ne leur dit plus rien. Ils vont à l'école avec l'idée qu'ils seront eux-mêmes des auto-employeurs. C'était une politique mise en œuvre pour ne pas dire « nous ne sommes plus capables de vous employer ». Or, nous, comme on n'a pas fait ça, on se retrouve avec ces jeunes diplômés sans emploi et qui ne regardent que l'État. Il nous faut changer de narratif, il nous faut changer de paradigme, amener les jeunes à comprendre que finalement, il faut faire la différence entre la quête du savoir, par la formation à l'école, et la quête de l'emploi, qui doit être un engagement personnel. J'ai le savoir, comment je vais utiliser ce savoir pour m'employer? Je vais entreprendre. Je vais faire l'agriculture. Je vais faire le commerce. Je vais faire l'artisanat. Je vais faire le numérique. Voilà. On a laissé les jeunes devant leurs propres responsabilités. Et ça marche bien en Occident. Ça ne marche pas encore chez nous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre, C'est moi qui de nous vous avoir remercie. reçus. C'est moi qui vous remercie. Très bientôt.